Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Moyen-Orient, qu'on commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le conseiller américain de la sécurité nationale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le conseiller américain à la sécurité nationale, M. Jake Sullivan. La réunion a été marquée par des discussions sur l'évolution globale des questions régionales, notamment le développement en Libye, en Tunisie, en Syrie, au Yémen et en Irak. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Hamed et Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, du chef du service de renseignement, ainsi que le coordinateur du Moyen-Orient au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, ainsi que plusieurs hauts responsables américains et l'ambassadrice adjointe des États-Unis au Caire. Le président el-Sisi a demandé de transmettre ses salutations au président américain Joe Biden, soulignant le souci de l'Égypte de renforcer le partenariat stratégique avec les États-Unis en ce qui concerne les relations bilatérales depuis plus de 4 décennies, notamment sur les plans sécuritaires et militaires. Le Conseil américain à la sécurité nationale a pour sa part transmis au président el-Sisi les salutations du président américain, soulignant le souci des États-Unis à renforcer et à développer la coordination et la coopération stratégique avec l'Égypte au cours de la prochaine période, en particulier à la lumière du rôle pivot et équilibré de l'Égypte au Moyen-Orient. La réunion a été marquée par des discussions sur l'évolution globale des questions régionales, notamment les développements en Libye, en Tunisie, en Syrie, au Yémen et en Irak, ainsi que le dossier du retrait des forces étrangères et des mercenaires, et l'unification des institutions militaires et sécuritaires. Le président el-Sisi a souligné l'importance que l'Égypte accorde à la réussite du processus de la retraite de toutes les forces sœurs libyennes, soulignant dans ce contexte la nécessité d'organiser les élections nationales en Libye à leur date prévue en décembre prochain. De même, le développement de la question du barrage éthiopien a également été évoqué. M. Sullivan a renouvelé l'engagement de l'administration américaine à déployer des efforts pour assurer la sécurité de l'eau pour l'Égypte d'une manière qui préserve les droits à l'eau. Les deux parties ont également passé en revue les développements de la question palestinienne et les moyens de relancer le processus de paix, où le Conseil américain de la sécurité nationale a exprimé la grande appréciation de son pays pour les efforts égyptiens pour contenir la situation dans la bande de Gaza, en outre le lancement de l'initiative pour sa reconstruction. Et le vice-président du Brésil, Antonio Hamilton Mourão, a affirmé hier que le Caire était un partenaire important pour son pays en Afrique dans le monde arabe, et se félicitant de l'essor des relations commerciales avec l'Égypte grâce à la signature de l'accord de libre-échange du Mercosur, saluant les relations de coopération entre les deux pays. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a reçu hier au siège du Conseil des ministres le vice-président du Brésil, l'ambassadeur du Brésil au Caire, en présence du ministre de l'Aviation civile, Mohamed Manar. Le Brésil se félicite du lancement d'un vol direct entre le Caire et Sao Paulo qui aura un impact très positif sur le renforcement et la facilitation de la coopération dans divers domaines, a ajouté le vice-président du Brésil, exprimant l'aspiration de son pays à coopérer avec l'Égypte dans le domaine de l'agriculture, ainsi qu'à la signature d'un accord pour éviter la double imposition. Pour sa part, le Premier ministre a souhaité la bienvenue au vice-président du Brésil, saluant les relations entre l'Égypte et le Brésil. Et nous enchaînons avec le Yémen. Affrontement meurtrier autour de la ville de Marib, au moins 100 morts.
Au moins 100 combattants, dont 68 rebelles houthis et 32 membres des forces pro-gouvernementales, ont été tués ces dernières 48 heures dans des affrontements autour de la ville de Marib, dernier bastion loyaliste dans le nord du Yémen. C'est ce qu'ont déclaré hier des sources militaires gouvernementales. Des centaines de combattants de tribus locales ont rejoint les rangs des forces gouvernementales pour repousser l'avancée des Houthis, annonce des sources militaires gouvernementales qui précisent que la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite a mené plusieurs frappes aériennes pour appuyer les loyalistes. Le bilan d'une centaine de victimes a été confirmé par des sources médicales. Les rebelles houthis, qui communiquent rarement sur leurs pertes, ont confirmé que 59 raids aériens avaient frappé Marib au cours des dernières 48 heures, selon la chaîne pro-rebelle Al-Masira. Et nous passons en Cisjordanie, menacée de destruction. Khan al-Ammar al-Ahmar obtient un nouveau sursis à la demande du gouvernement. La Cour suprême israélienne vient d'accorder un délai supplémentaire de 6 mois aux autorités pour statuer sur le sort du village de Khan al-Ahmar, situé dans les territoires palestiniens de Cisjordanie, et menacé de destruction parce qu'une communauté de Bédouins palestiniens y serait installée illégalement. Khan al-Ahmar ne doit son salut provisoire qu'à la diversité du nouveau gouvernement de Tel Aviv, composé de partis centristes de la droite et de la gauche, avec des visions radicalement différentes de la colonisation. Cette coalition au pouvoir élude les sujets qui fâchent pour préserver son équilibre. Le gouvernement du Premier ministre Naftali Bennett avait ainsi demandé début septembre un sursis de 6 mois pour répondre à une demande d'une organisation pro-colonie en faveur de la destruction de ce hameau où vivent environ 200 Bédouins. La demande a été acceptée hier. Le village de Khan al-Ahmar est situé dans la zone C de la Cisjordanie occupée sous contrôle militaire d'Israël, qui accuse les Bédouins palestiniens de s'être installés sur place illégalement. La Cour suprême d'Israël, plus haut tribunal du pays, avait ordonné il y a 3 ans la destruction du village après des années de tractations et une bataille juridique visant à permettre aux Bédouins de rester sur cette terre. Et à présent, nous interrompons notre édition pour vous diffuser l'appel à la prière. Et on reprend notre édition autour du monde avec la Tunisie. Najla Bouden Ramdan, chargée de former un nouveau gouvernement. Najla Bouden Ramdan a été nommée hier à la tête du gouvernement tunisien par le président Kais Saïd. Le président tunisien a chargé pour la première fois une femme de former un gouvernement en Tunisie 2 mois après le limogeage du précédent cabinet. C'est ce qu'a annoncé la présidence. Cette dernière a été chargée de former un gouvernement dans les plus brefs délais. Née en 1958 et scientifique de formation, Najla Bouden, qui a pratiquement le même âge que le président Kais Saïd, est originaire de la ville de Kairouan et est inconnue du grand public. C'est la première fois qu'une femme prend la tête du gouvernement en Tunisie, même si les pouvoirs octroyés à ce rôle ont été considérablement amoindris par les mesures exceptionnelles adoptées par le président tunisien le 22 septembre, qui suspendent l'application de chapitres clés de la Constitution tunisienne. Et nous passons à la Jordanie. La Jordanie rouvre son principal poste frontière avec la Syrie. Les personnes et marchandises peuvent à nouveau transiter depuis ce mercredi après la réouverture de l'un des principaux postes frontières entre la Jordanie et la Syrie. Depuis 2018, le passage de Jaber Nassib au nord-ouest de la Jordanie avait été fermé à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire ou de la situation en Syrie. La réouverture du poste frontière de Jaber Nassib au nord-ouest de la Jordanie est le résultat de plusieurs mois de rapprochement entre le royaume d'Abdallah II et le gouvernement de Bachar al-Assad.
Les deux pays, qui partagent 375 km de frontières, normalisent ainsi peu à peu leurs relations. La décision s'est prise à Amman lundi lors de la visite inédite d'une délégation syrienne pour discuter de la coopération future entre les deux pays, une première depuis 10 ans. Et nous terminons aux Émirats. Les Émirats procèdent à des changements ministériels. Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, a approuvé samedi 25 septembre le nouveau cabinet du gouvernement fédéral. C'est d'ailleurs dans une série de tweets et d'autres qu'un autre leader, le Cheikh Mohammed Ben Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis, ainsi qu'émir de Dubaï, a annoncé le nouveau gouvernement, nommant deux nouveaux ministres et dégageant certaines autres de leurs responsabilités. Parmi les principales nominations, nous noterons que le Cheikh Maktoum Ben Mohammed Ben Rashid Al Maktoum, vice-émir de Dubaï, a été nommé vice-premier ministre ainsi que ministre des Finances, mais aussi que Mohammed Ben Hadi Al Husseini a de son côté été nommé un nouveau ministre d'État aux affaires financières, succédant ainsi à Obaid Al-Tayr. Il est à noter également que Abdallah Ben Sultan Ben Awad Al-Nuaimi sera désormais le nouveau ministre de la Justice, tandis que le docteur Abdurrahman Al-Awar sera le nouveau ministre des Ressources humaines et de l'émiratisation. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.